Donc, je suis désolée, en plus j'ai un sujet un peu plus rébarbatif, parce qu'il arrive toujours que les architectes des bâtiments de France, on leur donne des sujets plus rébarbatifs. Je vais tâcher quand même de faire en sorte que ça ne le soit pas trop. Et puis je m'aperçois qu'en fait, il y a pas mal de liens avec ce que vous venez de dire, donc ça va. Je ne me sens pas complètement hors sujet. Me voilà rassurée, même si je vous propose, après cette introduction sur les grands monuments, sur ce qu'il y a de plus prestigieux, de retourner sur des échelles plus urbaines, qui sont quand même aujourd'hui, je pense, une grande question qui nous est posée. Voilà, j'ai juste pris en introduction un article de l'année dernière. C'est vrai, enfin, je crois que c'est de l'année dernière, non, peut-être 2019, comme quoi c'est déjà une idée qui commence à dater. Voilà, comment est-ce qu'on peut repenser le végétal en ville? Alors, je vais me concentrer sur le sujet qui m'était attribué, c'est-à-dire sur celle plutôt des intérieurs d'îlots et pas celle des grands espaces publics, même si ces questions se posent bien évidemment également sur les espaces publics. Et avec ce focus sur la réglementation, puisque je pense que c'est en fait un sujet, ma foi, après avoir été un peu étonnée, finalement assez intéressant et qui n'est pas sans lien avec ce qu'on vient d'entendre. Alors, donc, la réglementation au titre du Code du patrimoine, au titre du Code de l'urbanisme, et donc forcément, bon, sans remonter aux calendes grecques, on peut remonter aux années 60, les secteurs sauvegardés créés par la loi Malraux. Je vous ai mis donc à gauche une légende d'un plan graphique d'un secteur sauvegardé. Donc, je ne sais pas si vous êtes très familier, peut-être pas. C'est typiquement un outil des architectes des bâtiments de France. Un secteur sauvegardé, donc ça comprend notamment un plan graphique qui s'appelle le plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui a la valeur d'un document d'urbanisme. Donc c'est ça qui est très important pour nous, c'est un document d'urbanisme. Donc ça a la même valeur qu'un plan local d'urbanisme ou que dans les années 60, un POS, plan d'occupation des sols. Et alors, je n'ai pas retrouvé de poste parce que Internet a la mémoire d'un poisson rouge, comme dirait Madame Diacon. Donc, il n'y a plus de postes accessibles sur Internet, puisqu'ils ont tous été remplacés par des PLU. J'ai trouvé une carte communale, mais ce n'est pas si différent que ça. En gros, vous avez, c'était basique, hein, c'était vraiment du zonage, donc une zone N, une zone U, N naturelle, dans lequel il y a quand même des espaces qu'on peut urbaniser, et des zones U, qui sont les zones déjà urbanisées. Donc c'était sommaire, on ne peut plus sommaire. Et d'une certaine manière, ce qui est intéressant, et ce que m'a permis de faire comprendre, j'ai pris conscience grâce à cette présentation, que finalement, le document d'urbanisme, plan de sauvegarde et de mise en valeur, était très en avance, puisque vous avez déjà des espaces libres à dominante végétale et jardins à conserver, à améliorer ou à créer, qui sont identifiés dans le PSMV, des espaces libres à dominante minérale ou court à conserver, à restaurer ou à créer, et puis des arbres, des alignements d'arbres, donc ça c'est plutôt pour les espaces publics, mais les arbres remarquables à conserver, par exemple, typiquement ça peut être dans une cour. Donc on a déjà, et vous voyez la différence de niveau de qualité entre un outil qui était déjà codifié dans le Code de l'urbanisme, c'était l'époque où on était, nous, architectes des bâtiments de France, rattachés au ministère de l'Équipement, donc en fait c'est codifié dans le Code de l'urbanisme, c'est un outil, et d'ailleurs c'est toute sa force, c'est que c'est un outil du Code de l'urbanisme, le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Et donc, on a déjà, et c'est très empreint de ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire que, bien sûr, le premier secteur sauvegardé, je rappelle qu'il a été créé pour le Marais, Marais insalubre après-guerre, qu'on avait décidé que, allez, la solution de la salubrité, c'était la tabula rasa, quelques voix s'élèvent, et Malraux crée cette loi qui, du coup, maintenant, qu'on appelle tous loi Malraux, la loi qui instaure les secteurs sauvegardés et les plans de sauvegarde et de mise en valeur. Et bien sûr, la légende que je vous ai montrée précédemment, elle est très empreinte du fait qu'on est sur des hôtels, que le principal objet, finalement, dans le Marais, c'est l'hôtel particulier entre cour et jardin, et que finalement, on dit donc
on a une dominante minérale d'un côté et une dominante végétale de l'autre. Donc, voilà, une petite émotion quand même pour ces documents. Et forcément, quand on s'occupe de Richelieu, ça fonctionne, ma foi, assez bien. On a de la même façon, puisque j'étais architecte des bâtiments de France de Richelieu, j'ai vu Madame Toulier tout à l'heure sans pouvoir la saluer. On a bien sûr des hôtels particuliers, alors qui ne sont pas entre cour et jardin, puisque l'hôtel particulier à Richelieu, il forme la rue, mais il a une séquence avec une cour entre des communs et plus loin un jardin. Donc le secteur sauvegardé de Richelieu, c'est parfaitement cartographier tout cela, ça ne pose guère de difficultés. Et je vous donne quand même un exemple, même si j'ai malheureusement pas réussi à récupérer des photos du jardin. On a une cour qui, en fait, est ici en partie enherbée. La plupart des autres cours de Richelieu sont plutôt entièrement minérales, plus ou moins réussies suivant les cas. Et puis, on est censé avoir un jardin beaucoup plus luxuriant. Et finalement, c'est la différence et puis qui n'est pas encadré par du bâti, juste par des murs. Et puis les jardins se répondant les uns aux autres, on a quand même effectivement un vrai contraste entre un espace quand même un peu plus minéral, plus tenu, plus bâti, et puis une forme de plus grande luxuriance plus loin. Un autre exemple, celui de Blois. Donc du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Blois, qui est plus récent dans son approbation, mais qui a été quand même conçu à peu près dans les mêmes années 70 en gros. Je voulais vous montrer que finalement, on a à la fois... ah oui, non, ça c'était un exemple de ce que ça produit, ce n'est pas tout à fait dans le bon ordre, j'aurais dû mettre ça à la fin. On a dans la légende « espace soumis à prescription particulière à conserver, à restaurer ou à créer », J en jardin, P en pavage ou dallage. Donc on n'a pas forcément la même disposition minérale, végétale, mais enfin, avec ces hachurages J jardin, P pavage, on retrouve quand même cette distinction entre, d'une certaine manière, ce qui est minéral et ce qui est végétal. Et puis un certain nombre d'endroits qui sont identifiés un peu bizarrement, ça c'est un peu du détournement de législation, en espace boisé classé, planté à conserver ou à créer. Donc c'était le cas, vous êtes face ici, je ne sais pas si vous vous repérez, c'est l'église Saint-Vincent et l'ancienne orangerie du château. Et récemment, on a recréé un jardin court de restaurant dans cet espace. Et ce, quand même, grâce au plan de sauvegarde et de mise en valeur, c'est-à-dire que comme il y avait un espace qui était clairement identifié comme alors boisé, vous voyez, c'est là où c'est un peu du détournement. En fait, ça a été beaucoup utilisé dans les plans de sauvegarde et de mise en valeur pour dire que ce sont des espaces non constructibles. Puisque dans un espace boisé classé, la législation à l'époque, elle était très claire sur le fait que ça devait être non constructible. Et comme on n'avait pas d'autre moyen de le dire, on a utilisé cet outil de l'espace boisé classé qui maintenant nous pose beaucoup de questions parce que modifier un espace boisé classé, juridiquement, c'est très problématique. Donc, bref, tout ça pour dire que grâce à ça, on arrive quand même à recréer des jardins et à ramener du végétal, y compris, vous voyez, vous avez des pavés enherbés là, y compris dans des espaces où on est quand même obligé d'avoir un peu de stationnement. Mais je voulais vous montrer quelque chose qui est peut-être moins connu et qui est essentiel dans les espaces urbains denses, et notamment dans les tissus médiévaux. Mais peut-être avant de vous montrer ça, je vais vous montrer ce qui est... attendez, je ne sais plus comment j'ai fait mon compte. Non. Vous voyez d'un côté, à droite, un certain nombre d'hôtels particuliers qui sont bien entre cour et jardin. Donc là, on a vraiment je crois que je peux regarder, je peux vous montrer, c'est ça? Vous voyez, bon, c'est là, entre cour et jardin. Là, on est tout à fait dans un schéma, on va dire, classique. Mais vous avez aussi des îlots, vous voyez, qui sont entièrement bâtis. Il n'y a plus du tout d'espace libre. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que tous les éléments qui sont en jaune sont des éléments qui, dans le plan, sont prévus à être démolis.
et ce qui est en gris clair peut être démoli. Donc, de façon indirecte, le projet du plan de sauvegarde et de mise en valeur, c'est de redonner des espaces libres non bâtis. C'est bien, d'ailleurs, c'était toute l'idée de Malraux, c'est-à-dire que l'insalubrité, elle était née aussi d'une forme de surdensification par des bâtiments qui étaient souvent vraiment du grand n'importe quoi, ce qu'on appelle des verrues, voilà, des choses pas très honnêtes. Et qui, en plus, effectivement, fait que la vie à l'intérieur de l'îlot devient juste insupportable. Et je vais vous en montrer un exemple pour vous montrer en plus du coup... non, pardon, excusez-moi. Ça, c'est une vue de Blois depuis la cathédrale. On voit quand même que la densité, elle est là. Et à l'intérieur d'un îlot, ça donne ça, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de la misère. Hein. D'ailleurs, j'en profite puisque j'ai une grande assemblée. Je vous préviens, si ça tombe demain comme c'est tombé à Lille ou à Marseille, vous serez témoin, je vous aurais prévenu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une telle densité que forcément, c'est invivable. Donc, d'ailleurs, il n'y a plus tellement de gens. Hein. En gros, il y a des commerces au rez-de-chaussée et quasiment plus personne au-dessus. Et la seule façon de faire, c'est de recréer des cours et des jardins à l'intérieur de ces îlots. Et la force du PSMV, si on arrive à le porter, c'est que quand même, juridiquement, l'architecte des bâtiments de France peut imposer la démolition. Encore faut-il qu'il y ait des projets. Et ça, c'est toute la difficulté en l'occurrence. Alors, je défile le temps et maintenant j'en viens aux règles qui sont actuellement en vigueur dans les PLU. Donc d'abord plans locaux d'urbanisme et puis maintenant plans locaux intercommunaux. Vous savez qu'ils datent en gros de la loi Solidarité Renouvellement Urbain de 2000. Donc on est sur des outils qui ont une vingtaine d'années maintenant, qui se complètent petit à petit, mais les idées étaient là presque en 2000. Et je vous ai mis les 3 articles qui sont les plus importants actuellement. Le L151-19, L151-22, L151-23 du Code de l'urbanisme. Hein, du coup, on est toujours sur le Code de l'urbanisme. Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir le cas échéant, les prescriptions, etc. Et donc, on en a pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. Et puis le L151-23, donc celui qui est en bas, pour des motifs d'ordre écologique. Donc, souvent, dans nos sujets, c'est plutôt le premier qu'on utilise. Et ce qui est intéressant aussi, le règlement peut imposer une part minimale de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable, éventuellement pondérée en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. Donc celui-là, je pense qu'il est plus récent, voilà, il date de août 2022, enfin en tout cas, il a été modifié en août 2022. Il est encore moins utilisé, mais petit à petit, dans les documents d'urbanisme, on voit apparaître donc par exemple des coefficients de pleine terre, des orientations d'aménagement programmées thématiques sur ce sujet, etc. Donc ce sont quand même des éléments qui commencent vraiment à être intégrés dans les documents d'urbanisme. Et je vous montre ici la légende du plan local d'urbanisme de l'agglomération blésoise, Aglopolis, qui, bon, je suis désolée, c'est un peu flou, mais enfin, vous devez voir que d'abord, c'est plus fourni que zone urbaine, zone naturelle. Hein. On n'est plus du tout dans un document qui était uniquement du zonage, on est bien dans du projet, et du projet qui s'intéresse, y compris aux intérieurs, qui peut s'occuper des intérieurs des îlots. Voilà. Bon. Alors, c'est encore très sur les grandes masses, boisement, espaces boisés classés. Enfin, par exemple, fond de jardin à constructibilité limitée, marais sources, arbres remarquables, etc. Sachant que le grand avantage, on va dire, du PLUI, maintenant, c'est que finalement, sa légende, elle est définie par le lieu. C'est-à-dire que c'est les caractéristiques du lieu
qui vont permettre de faire telle ou telle légende. Le code de l'urbanisme, pour mémoire, il dit juste le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage. Donc c'est très souple. On fait ce qu'on veut, on identifie ce qu'on veut. C'est à mon sens une grande force. Je vous ai remis, puisque vous avez, enfin, je pense qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui, d'une certaine manière, ont été longtemps testées dans les plans de sauvegarde et de mise en valeur et qui ont été introduits dans les plans locaux d'urbanisme. C'est en tout cas, j'en suis assez convaincue, c'est-à-dire que finalement, dans les plans de sauvegarde et de mise en valeur, on faisait déjà du projet urbain, on allait assez loin dans l'inventaire, dans ce que devaient devenir les sols, les lieux, etc., leurs caractéristiques, et ça a été introduit dans les PLU. Depuis, la loi Liberté, Création, Architecture et Patrimoine de 2016 a réformé les secteurs sauvegardés. Vous savez peut-être que cette loi a rassemblé les secteurs sauvegardés et ce qu'on appelait les ZPPAUP AVAP, l'a rassemblé dans ce qu'on appelle maintenant, avec des mots un petit peu moins barbares que ZPPAUP, site patrimonial remarquable, et qu'on a maintenant une légende nationale. Alors, il y a encore une distinction entre les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine, mais quand même, en fait, c'est très proche. À part ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire les bâtiments qui sont colorés en jaune, qui peuvent être, pour lesquels on peut imposer la démolition. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de curetage quand on a juste un site patrimonial remarquable avec un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais par contre, en gros, ce qui est marqué ici, c'est-à-dire le parc ou jardin de pleine terre, l'espace libre à dominante végétale, la place cour ou autre espace libre à dominante minérale, pavé, calade, l'espace vert à créer ou à requalifier, place cour ou autre espace libre à dominante minérale à créer ou à requalifier, ça c'est commun. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a quand même toujours très ancré ce que vous nous avez montré, c'est-à-dire la dominante végétale, la dominante minérale, la cour et le jardin, même si, et j'étais heureuse de l'entendre, en fait, il y avait des cours enherbés. Ce qui a été un peu oublié là, finalement, puisqu'on est quand même sur place, cour ou autre espace libre. Alors, c'est une dominante minérale, pavé, calade, hein, on est quand même très minéral. En gros, l'idée, c'est quand même, enfin, qui est ancrée derrière cette légende, c'est que la cour, elle est minérale. Et par contre, on a une idée de projet, hein, puisque un plan de sauvegarde et de mise en valeur, on cartographie pas seulement ce qui existe, on cartographie ce qu'on veut, ce vers quoi on veut tendre. Donc, on a le à créer ou à requalifier. À créer ou à requalifier. À la fois pour le minéral et pour l'espace vert, alors, qui est toujours un peu problématique, cet espace vert, c'est-à-dire un végétal qui peut prendre plein de formes et dont, du coup, parfois, on ne sait plus ce qu'il est exactement. Et je voulais vous montrer, parce que je suis quelqu'un d'honnête, parfois peut-être un peu trop, les difficultés que ça me pose. Je vous montre ici un exemple de Saint-Aignan. On est en train on essaye de finir le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Aignan. Et voilà une cour qui est une marée de gravillons, qui se trouve être une cour de restaurant, avec des problèmes de bruit, etc. Donc j'ai essayé de les convaincre que si déjà on n'avait pas des gravillons, mais plutôt un espace enhervé, peut-être des arbres, etc., et qu'on venait se restaurer sous un ombrage naturel avec des on serait peut-être mieux. Et en plus, il y aurait moins de bruit, il y aurait peut-être moins de problèmes de voisinage. Toujours est-il que de là à imposer que ce soit entièrement végétalisé, puisque ce qu'on va écrire dans le plan, c'est ce qu'on devra faire respecter dans tous les projets à venir. C'est quand même difficile. Et ce côté un peu binaire du minéral-végétal, aujourd'hui, je le trouve un peu compliqué. C'est ce que j'ai voulu dire, peut-être maladroitement, en disant que ça devenait un peu obsolète. J'ai peut-être été un peu loin. On a des moyens pour s'en sortir, entre guillemets, mais c'est vrai que ce côté très binaire, qui d'ailleurs vous avez montré, et ça m'a beaucoup intéressé, que finalement, il y avait des cours qui n'étaient pas forcément 100%, qui n'étaient pas forcément même à dominante minérale. C'était quand même un minéral enherbé. Ce n'est pas tout à fait pareil. Voilà, donc
on a des pistes, je le disais, pour nuancer ce caractère un peu binaire de la légende qui me pose un peu des questions. Cette superposition, par exemple, on pourrait imaginer de superposer les deux hachures. C'est un peu bizarre, mais enfin, je crois que le ministère est prêt à accepter qu'on fasse des trucs un peu bizarres. Après, on a quand même adossé au plan, on a quand même, j'ai presque fini, on a quand même la possibilité d'ajouter des règles qui permettent de nuancer un peu. Et puis, je voulais quand même vous montrer, parce que c'est assez intéressant, mais je vais juste vous le montrer comme ça. À Strasbourg, a été mis en place des orientations d'aménagement et de programmation, donc dans le cadre du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Comme c'est un document d'urbanisme, on a le droit d'utiliser tous les outils des documents d'urbanisme, donc aussi les orientations d'aménagement et de programmation qui peuvent être thématiques. Et par exemple, ils ont fait une thématique nature en ville. Et ils ont aussi mis en place des orientations d'aménagement et de programmation sectorielles, donc sur des secteurs, où ils ont travaillé sur des îlots. Comment est-ce qu'on remet du végétal dans des endroits très, très minéraux? C'est quand même assez intéressant. Voilà, quelles évolutions à venir? Est-ce que ça change fondamentalement une cour? C'est les vraies questions que je me pose. Est-ce que si, par exemple, demain, on me disait une cour entière qui est aujourd'hui entièrement pavée, on la transforme entièrement avec des joints enherbés, est-ce que c'est toujours à dominante minérale? Voilà, grande question. En même temps, c'est vrai que ça permettrait la perméabilité des sols, ça a plein d'avantages, la gestion des eaux pluviales de façon 1. Est-ce que, par exemple, à Troyes, je suis allée cet été, il y a eu ces deux exemples-là de végétation partielle de cours. Personnellement, je trouve ça un peu bizarre. Encore plus quand... Alors, en même temps, c'est réversible, du coup, quand on a une espèce de mobilier au-dessus des pavés, mais enfin, c'est quand même très étrange. Voilà, j'avoue que je trouve qu'on est dans un moment un peu particulier où à la fois on a une espèce d'obligation de faire bouger des choses et en même temps, alors à nouveau, quand on est sur un tissu médiéval et qu'on a des cours qui ne sont pas plus des cours que des jardins, à la limite c'est peut-être plus facile. Et en même temps, c'est difficile de dire toutes les cours vont devenir végétalisées. Parfois on n'a pas la place, parfois on ne sait pas ce que va devenir le lieu, c'est compliqué en termes d'usage, etc. Bon, des grandes cours comme ça pose des questions. Et par contre, quelque chose qui, moi, me ravit en tant qu'architecte des bâtiments de France, vous avez ici la cour d'une école à Blois, qui a été en partie déminéralisée. Et c'est un grand programme. Bon, alors en plus, c'est des platanes magnifiques, donc c'est forcément beau. Mais quand je suis arrivée en tant qu'architecte des bâtiments de France dans des départements qui sont quand même essentiellement ruraux, j'ai dit mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'arbres dans les cours? Les collèges d'Indre-et-Loire, mais c'est juste terrifiant, quoi. Moi, je disais aux responsables, mais je me suiciderais, moi, si j'avais été collégienne là. C'est un enfer, il n'y a pas un arbre. Vous habitez à Langeais, il n'y a pas un arbre. Dans une cour de je ne sais combien. Eh bien, c'était impensable. Impensable. On me prenait pour une folle. Et aujourd'hui, je n'ai même plus besoin de le dire, ça se fait tout seul. Donc, quand même, il y a de l'espoir. Mais vous voyez que je pense que ça pose des vraies questions sur des espaces très historiques. Et on a les mêmes questions sur des espaces, aussi des espaces publics, avec des demandes de maires qui nous disent faut végétaliser, faut végétaliser. Et nous, on dit bah oui, mais un peu de contraste dans la ville. Bon, voilà. C'est des questions en tout cas qui se posent. J'ouvre peut-être le débat, puisque avec peut-être des évolutions à venir de la réglementation, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, elle paraît parfois un peu en décalage. Voilà. Pardon.